Alors que la perspective d'une intervention militaire française au Rwanda semble se préciser, les réticences se multiplient, celles de l'OUA, mais aussi celles de nombreuses associations humanitaires françaises. À l'Assemblée, la commission des immunités devrait proposer demain la levée de l'immunité parlementaire de Bernard Tapie dans l'affaire du Fosséa. Mouvement de grève à la SNCF dès ce soir, et cela jusqu'à jeudi 6 h du matin. Madame, Monsieur, bonsoir. Fête de la musique dans tous les sens du terme. Pour la 13e année consécutive, les Français sont invités à fêter musicalement l'arrivée de l'été. Ceux qui n'aiment pas ça se consoleront en pensant que c'est la nuit la plus courte. Que ce soit à Paris ou dans le plus petit village de France, des milliers de concerts plus ou moins improvisés sont organisés. Le plus imposant se déroule actuellement place de la République à Paris, où, vous le voyez, 50 000 fans écoutent actuellement Stéphane Echer et ensuite Peter Gabriel. Nous reviendrons largement sur cette fête de la musique avec de nombreux reportages dans une quinzaine de minutes. Fausse note cet après-midi à l'Assemblée nationale, Bernard Tapie, convoqué devant la commission des immunités chargée de l'entendre dans l'affaire du Fosséa, s'est en effet contenté de remettre son argumentaire et a donc refusé de s'expliquer devant ses pairs. La commission se prononcera demain et elle donnera sans doute son feu vert à la levée de l'immunité parlementaire du député des Bouches-du-Rhône. Reportage Anne Poncinet, Patrick Foy. Il est venu, mais nous ne l'avons pas vu. Bernard Tapie a préféré éviter la presse cet après-midi dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les députés de la commission des immunités, eux, l'ont vu, mais pas longtemps, et surtout, ils l'ont peu entendu. Ce qui nous a choqué un petit peu, c'est qu'il n'a pas voulu répondre à nos questions. On a essayé de le mettre à l'aise, de lui dire « Nous avons des questions à vous poser, est-ce que vous répondrez ?» Il a répondu « Non, je ne réponds pas, je ne répondrai pas à vos questions. » À partir de là, le rapport que je vais rédiger cette nuit et demain matin en notre âme et conscience, et à la conscience de la Commission et à la mienne, je dois vous dire que je me prépare plutôt à rapporter en faveur de la levée d'immunité, vu à la fois cette attitude et la manière dont les choses se sont passées. Dans son argumentaire, Bernard Tapie rejette les accusations d'abus de biens social et affirme qu'on veut, dans cette affaire, l'empêcher de poursuivre son activité politique. Des arguments apparemment moins convaincants que ceux développés ce matin devant la commission par le juge d'instruction Eva Joly et 2 responsables des impôts. Ces 3 personnes ont insisté sur le caractère intentionnel de la fraude. Demain, la commission devrait donc proposer aux députés de se prononcer fin juin pour la levée d'immunité de Bernard Tapie. Mais d'ici là, le député des Bouches-du-Rhône aura peut-être démissionné pour cause de cumul des mandats. Les dirigeants socialistes ont mis un bémol cet après-midi à leurs rivalités internes. La passation de pouvoir s'est en effet déroulée dans une ambiance détendue. En serrant la main de son successeur, Michel Rocard a souhaité bonne chance au Parti socialiste et à Henri Emmanuelli. Michel Rocard a désormais du temps libre, mais pas du tout l'intention de prendre sa retraite. Depuis 1 an, a déclaré le maire de Conflans-Sainte-Honorine, « Je me suis plus occupé du PS que des Français. Désormais, ça sera l'inverse. Je vais faire en sorte que la France retrouve la morale et le moral. » Jacques Chirac joue les solistes dans l'orchestre majoritaire. Le président du RPR a en effet pris date dans la pré-campagne présidentielle en publiant un livre intitulé « Une nouvelle France » avec lequel il entend présenter ses idées pour 95 sans être prisonnier du débat politicien. Première réaction du numéro 2 du RPR, Alain Juppé. On retrouve Chirac tel qu'on l'aime, énergique, sans fioriture et d'un enthousiasme contagieux. Cet enthousiasme est-il général? Réponse avec ce reportage de Véronique Saint-Olive. Bonjour Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez lu le livre de Jacques Chirac? Pas encore. Vous vous apprêtez à le lire? Bien entendu. Le Premier ministre se donne donc quelques jours avant de faire sa critique, littéraire bien entendu. Mais les députés de la majorité n'ont pas cette prudence-là, et cet après-midi à l'Assemblée nationale, on ne parlait que de cela. C'est un chant optimiste sur l'avenir de la France. Il amène une bouffée d'air nouvelle, d'air nouveau. Il est rafraîchissant. Les lyriques donnaient de la voix. Philippe Séguin, lui, avait Jacques Chirac à l'œil. Entre les 2 hommes, il y a de la reprise d'idées dans l'air. Et puis il y avait aussi l'anti-chiracien de service. Je suppose qu'il n'y a pas grand-chose dedans, compte tenu de ce que j'ai entendu hier soir à la télévision, mais peut-être, si Jacques Chirac l'a écrit lui-même, il y a sûrement quelque chose dedans.
Et pour finir, il y avait les jeunes à qui le livre est dédié et qui avaient l'enthousiasme jeune. Je trouve plutôt sympa qu'un homme de son expérience ait pris le temps de réfléchir pour les orientations de la France de demain. Ce qui nous bouleverse, au fond, c'est l'enthousiasme qu'il met dans ce livre. Je l'ai acheté ce matin. Vous l'avez acheté? Oui. Et pourquoi? Parce que je veux l'offrir à mon épouse. Malgré un concert de critiques, la France semble accélérer les préparatifs d'une opération d'intervention militaire humanitaire au Rwanda. Intervention qui suscite bien des craintes et des controverses. L'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, s'est déclarée aujourd'hui opposée à cette intervention et le Conseil de sécurité de l'ONU semble traîner des pieds pour voter la résolution demandée par la France. Édouard Balladur a été amené à préciser ce matin devant le groupe RPR à l'Assemblée les intentions du gouvernement. Le point tout de suite avec Philippe Rochaud. C'est la colère contre l'intervention de la France au Rwanda. Ici, quelques 200 Rwandais exilés en Belgique ont manifesté devant l'ambassade de France après la décision des 10 pays de l'Union de l'Europe occidentale de fournir un appui logistique à l'armée française. Le représentant du Front patriotique rwandais était même dans la manifestation alors qu'on l'attendait à Paris pour négocier. Nous réagissons par un refus catégorique et par une opposition acharnée. Et nous sommes prêts à combattre les Français dès qu'ils mettent au pied sur le Rwanda. Même scène de colère devant l'ambassade de France au Burundi, le voisin du Rwanda, où des Tutsis ont brandi la menace de manger les soldats français qui tomberaient entre leurs mains. Malgré cela, l'armée française se prépare déjà aux frontières du Rwanda. Un détachement technique comme celui-ci, comprenant une vingtaine d'hommes, est arrivé à Goma, au Zaïre. Goma qui va servir de base arrière à l'armée française pour une première opération de repérage. Mais pour l'heure, ils n'ont pas pénétré en territoire rwandais. La France veut que sa mission soit limitée dans le temps et qu'elle reste humanitaire. Elle ne veut pas être seule alors que 300 Congolais et Sénégalais pourraient rejoindre ses forces, l'Italie ayant renoncé à envoyer les 500 hommes prévus. Mais la France veut surtout attendre le vote au Conseil de sécurité et là, le cœur n'y est pas. L'Organisation de l'Unité africaine et ses 53 membres réunis à Addis Abeba s'opposent à l'intervention de la France et les Nations Unies devront tenir compte de la position des Africains. Nous allons tout de suite retrouver au téléphone en direct de Kigali notre envoyé spécial Laurent Boussier. Laurent, on note une accélération du départ des personnels humanitaires là-bas et surtout les menaces semblent se préciser, surtout ceux qui sont considérés à tort ou à raison comme des alliés de la France. Oui, vous savez, vu des hôpitaux, des orphelinats de Kigali, la guerre des organisations humanitaires a quelque chose de surréaliste. La situation médicale et sanitaire n'a jamais été aussi mauvaise et la dernière organisation humanitaire française, Pharmaciens sans frontières, a dû être évacuée aujourd'hui. Il faut dire que les pressions anti-françaises sont de plus en plus fortes. Les soldats sénégalais des Nations Unies qui étaient présents à Kigali depuis plus de 9 mois sont obligés de partir demain parce que leur pays est allié de la France. Pour la même raison, des Américains ont été interdits d'entrer sur le territoire rwandais. Ce soir, à Kigali, il ne reste plus que 5 Français. Marc Vetter, qui s'occupe de 250 orphelins, la journaliste de l'agence France Presse, et puis nous, l'équipe de France 2. Merci beaucoup Laurent pour ce témoignage. Laurent Boussier qui est, vous venez de l'entendre, l'un des très rares Français maintenant encore présents dans ce pays déchiré par la guerre civile. Une vingtaine d'organisations humanitaires françaises ont officiellement condamné aujourd'hui le principe d'une intervention directe de la France au Rwanda qui ne ferait selon ces organisations qu'aggraver une situation déjà extrêmement délicate. Dorothée Oliéric. Ils se sont battus pendant 2 mois pour sauver ces rescapés des massacres et pour évacuer ne serait-ce que quelques dizaines d'enfants. Aujourd'hui, Médecins du Monde a dû quitter la petite ville de Gaïni parce que les rebelles n'apprécient pas les rumeurs d'intervention française. Alors, qui désormais aidera ces gamins? Sûrement plus les organisations humanitaires françaises. Leur position est devenue trop délicate, trop dangereuse. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, certaines ONG dénoncent l'opération militaire de la France. La France doit financer une force d'interposition qui ne peut être que celle de la MINUA et qui, mystérieusement, n'arrive pas à se mettre en route. La France doit changer de politique. Elle doit arrêter de soutenir ceux qui sont responsables de l'essentiel des massacres. Autre histoire, celle de Pharmaciens sans frontières. Dimanche dernier, l'organisation préparait avec Bernard Kouchner l'évacuation de 250 orphelins de Kigali. Tout a été annulé. Pharmaciens sans frontières a dû également quitter le Rwanda pour les mêmes raisons, les rumeurs d'intervention française. C'est pas à la France d'intervenir. Je crois qu'il y a encore 6 mois, on armait des troupes gouvernementales
Et aujourd'hui, on recommence à aider les troupes gouvernementales en disant qu'on va désarmer les milices qu'on a armées il y a 6 mois. C'est tout à fait déraisonnable. C'est pourquoi on s'oppose à l'arrivée des troupes françaises au Rwanda. D'autre part, ça met les populations civiles, et dont les orphelins, en danger de mort immédiat. À Kigali, où les combats se poursuivent, les casques bleus sont toujours dans l'attente de renforts. Aujourd'hui, ils ne sont même plus en mesure d'assurer en toute sécurité des opérations d'évacuation. L'annonce la semaine dernière à la radio et à la télévision de la présence possible de cyanure dans le Josacine a provoqué une vive émotion dans l'opinion publique, pour ne pas dire une franche panique. Pour éviter cela, un service d'alerte sanitaire vient d'être lancé par l'Agence du médicament. Ce service, accessible sur Minitel, est destiné et réservé aux professionnels, pharmaciens, médecins et laboratoires d'analyse médicale, qui sont souvent les derniers informés en cas d'alerte, en moyenne 2 par semaine en France. Reportage Jean-Daniel Flézaquet, Bruno Giraudon. L'information santé passe par le pharmacien, d'accord, mais pour passer l'information, encore faut-il l'avoir. Or, c'est 12 heures après ses clients que Patrice Morin a appris par exemple que la Josacine était retirée du marché grâce à une feuille placée dans sa commande de médicaments. Il lui faudra attendre d'ailleurs l'après-midi pour que sa préparatrice l'informe du retrait de tous les lots. Inhabituel, hélas non, car les pouvoirs publics informent les professionnels de santé bien après que les médias aient informé le grand public. Une situation à haut risque. Il suffisait que je n'écoute pas la radio ni la télé et que j'ai personne pour m'informer, et on aurait pu délivrer des flacons qui étaient potentiellement dangereux. Mais cette situation appartient désormais au passé, car depuis ce matin, l'Agence du médicament met à la disposition des professionnels de santé un serveur Minitel. Il suffira donc aux pharmaciens, aux médecins et aux biologistes de taper 3617 une fois par jour, et ils seront informés aussi vite que leurs patients. Dès l'instant où il y a une information comme quoi un médicament est considéré comme dangereux, il faut que le ministère le dise immédiatement, surtout aux médecins et aux pharmaciens qui soignent les malades. Ce n'est pas un laboratoire pharmaceutique, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de dire la vérité. Une innovation qui sera sans doute appréciée par les 23 000 pharmaciens français qui n'ont toujours pas été officiellement avisés, par exemple, que la Josacine était retirée du marché. En ce jour de fête de la musique, quoique à la SNCF, où le trafic grande ligne et banlieue risque d'être fortement perturbé ces prochaines 48 heures en raison d'un appel à la grève lancé par certains syndicats opposés à la restructuration de l'entreprise. Reportage Antoine Cormery, Jean-François Chevet. Cet après-midi, gare Montparnasse, pas de problème. Le train de 16h03 est arrivé à 16h03. Mais depuis quelques minutes, le futur n'est plus de mise. Suite à des mouvements sociaux de la CGT et des agents de conduite autonomes, la circulation des trains est perturbée ce soir, demain mercredi et jusqu'à jeudi matin, 8 heures. Un TGV sur 3 en direction de la Méditerranée. Un TGV sur 2 en direction de l'Atlantique. En revanche, trafic normal vers le nord. Pour les grandes lignes, le trafic sera normal sur le nord et l'est, mais un train sur 3 seulement dans l'ouest, le sud-ouest et le sud-est. Les liaisons régionales seront également perturbées dans le sud et dans l'ouest. Méfiance donc si demain vous devez prendre le train pour aller Bacheter par exemple. Demain j'ai le bac à passer, il faut que je prenne le train à 5h55. Au lieu de Au lieu de 6h15. 6h15, 6h30, vous voyez. Ça perturbe beaucoup le jour du bac d'avoir une grève SNCF? Beaucoup, oui. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'information sur cette grève? Eh bien, le plus simple pour les voyageurs, c'est depuis leur domicile de composer le 3615 SNCF sur leur Minitel. Ils sauront ainsi très exactement quels sont les trains qui circulent demain, que ce soit des trains de grande ligne ou bien des trains en Île-de-France. La grève devrait également affecter à Paris les réseaux banlieue nord, sud et ouest. Pas de chance pour la fête de la musique et les accros de la harpe et du biniou. Ça tangue toujours sur les grands marchés monétaires et financiers. Le dollar a battu aujourd'hui un nouveau record historique de baisse, tombant pour la première fois sous la barre des 100 yens. Les bourses ont toujours le blues. Celle de Paris a connu aujourd'hui sa 5e séance de baisse consécutive, avec un nouveau repli de 0,6%. Pas de quartier pour les faux bijoux. 1 millier de copies de montres, de sacs, de t-shirts de grandes marques sont partis en fumée ce matin sur un site de l'aéroport d'Orly. Cet auto-da-fé médiatique avait pour but de montrer la détermination des autorités françaises de lutter contre l'empire du faux.
Le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy, a souligné que la contrefaçon était responsable de la disparition de 30 000 emplois en France. Depuis le vote d'une loi en février, la contrefaçon est devenue un délit douanier assimilé à la contrebande. Nicolas Sarkozy a lancé un appel au sens civique des Français pour qu'ils ne se laissent pas tenter par ces fausses bonnes affaires dans les pays du tiers-monde et contribuent au contraire à lutter contre ce fléau. Nouvel avatar judiciaire pour Bernard Tapie. Une amende de 50 000 francs a été requise contre lui pour avoir traité de barjot le procureur de la République de Valenciennes, Éric de Montgolfier, dans une interview à France Soir. Le procureur de Valenciennes a, lui, d'autres soucis. Il a provoqué une véritable fronde des policiers de la ville contre lui. Reportage de nos envoyés spéciaux, Christophe Tortora, Pierre-Laurent Constant. Le commissaire divisionnaire Daniel Cure a perdu la confiance des magistrats, pas celle de ses collègues. Cet après-midi, d'autres commissaires, des inspecteurs et des gardiens de la paix sont venus pour le soutenir. Daniel Cure, commissaire central à Valenciennes, s'est vu retirer son habilitation d'officier de police judiciaire. Ce retrait a été fait à la demande d'Éric de Montgolfier, un procureur rendu célèbre par l'affaire VAOM. Par crainte de sanctions administratives, le policier ne veut pas s'exprimer. Quels sont les rapports que vous entretenez avec M. de Montgolfier? D'autres vous le diront. Plus rien me dire? Non, hélas. L'histoire débute le 4 septembre 1993. L'idole des jeunes, Johnny, vient chanter à Valenciennes à la demande d'un certain Trébor et du commissaire Cure, qui est également responsable d'un club de basket. Un système de double billetterie est mis à jour. Trébor est placé sur écoute téléphonique, le commissaire est entendu comme simple témoin. Et au cours d'une conversation entre les deux organisateurs, enregistrée par les gendarmes, le policier aurait insulté le procureur. Dans la région, le malaise grandit entre police et justice. Il y a de l'acharnement contre notre commissaire de Valenciennes. On veut le faire tomber à tout prix. On l'implique dans des affaires qui n'ont rien à voir avec son travail et qui n'aboutiront jamais. Et c'est cet acharnement médiatico-judiciaire que nous entendons dénoncer ici. Éric de Montgolfier n'a pas souhaité répondre. Par solidarité avec le commissaire Cure, les policiers de la région ont menacé de demander le retrait de leur habilitation d'officier de police judiciaire. George et François chez Mickey. L'ancien président américain George Bush, qui passe ses vacances en Europe avec toute sa petite famille, a dîné en petit comité hier soir avec François Mitterrand à l'auberge de Cendrillon. Pour l'occasion, Euro Disneyland avait préféré oublier les délices bien connues de la gastronomie américaine pour mettre au menu une salade du Périgord et des médaillons de homard. C'était la première visite de François Mitterrand au parc d'Euro Disneyland depuis sa création. François Mitterrand qui fait honneur ce soir à la chanson française puisqu'il a invité Julien Clerc à chanter dans la cour de l'Élysée à l'occasion bien sûr de la fête de la musique. Concert ouvert aux 1500 personnes qui avaient eu la bonne idée d'aller retirer une invitation à l'hôtel Marigny à côté et à 500 privilégiés, membres du cabinet présidentiel, secrétaires ou encore gardes républicains. Pour les moins chanceux, l'avenue de Marigny a été sonorisée et Charles Pasqua, qui travaille à un jet de pierre de l'Élysée, pourra lui aussi profiter des derniers tubes de Juju. Faut-il le répéter, cette fête de la musique n'est pas une exclusivité parisienne, bien au contraire, toute la France est bercée par des mélodies plus ou moins harmonieuses. Ce soir, exemple Montpellier, qui n'a pas attendu la fête pour en faire. Reportage Éric Perrin, Christian Houtin. Qu'ils viennent du rock, du jazz ou du baloche, la musique ils lui font la fête depuis longtemps et toute l'année. Après le groupe Réglisse et son mets de l'huile, Fatal Mambo fait bouillir à son tour la scène musicale de Montpellier. Leur recette pour conquérir la France, mambo et salsa yoli. Donc cassez la tête à Gaston, donc cassez la tête à Gaston. Ce matin à la police, parce que ce pauvre Gaston a la couleur du Réglisse. Parce que ce pauvre Gaston a la couleur du Réglisse. Un disque produit ici à Montpellier, un distributeur national qui les a repérés, un clip. Ils étaient 70. Fatal Mambo est sur la rampe de lancement, à l'image de la ville de Montpellier, qui devient une des scènes musicales les plus actives de France. Les raisons? Des lieux de répétition au coût minime grâce à l'aide du district, un réseau de salles petites et grandes, le public jeune de cette ville universitaire. Résultat, on décompte aujourd'hui près de 120 groupes. Toute cette ambiance montpelliéraine que les gens de l'extérieur voient et découvrent d'un seul coup, nous en fait on l'a vécu depuis 15 ans, c'est-à-dire pour nous rien n'a changé. On continue à jouer de la même façon. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé, je suis toujours ouvrier plâtrier. Justement, voici ceux qui ont essuyé les plâtres, Réglisse. Après 10 ans de galère, leur album est bientôt double disque d'or. Locomotive de Montpellier certes, mais une crainte, celle d'être considéré comme un phénomène de mode. C'est vrai qu'on a tendance à
à nous faire passer pour un groupe à tube de l'été. Alors que nous, on vit, on mange toute l'année et on est musicien toute l'année. Et on a des choses à dire toute l'année. Il ne se passe pas que du soleil, du camembert et du pastis ici. Il y a d'autres trucs. Ce n'est pas faire offense à Montpellier que de souligner que c'est le vent du sud qui souffle ici. Alors pour cette fête de la musique, nous vous offrons cette carte postale musicale et c'est beau, fatalement beau. Pour 95% de Français, cette fête de la musique est d'abord une occasion de rire et de s'amuser entre amis, et pour 35% seulement, une bonne occasion de draguer. On ne dénoncera jamais assez les ravages de l'hypocrisie. Louis Carzou et Philippe Jasselin ont fait un petit tour de la capitale en fête. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. We don't need no education. Ça y est, le jour de gloire des bémols et des dièses s'en est revenu avec l'été. Les uns sur un coin de trottoir pour crier leur révolte au monde. Les autres dans un coin de jardin pour célébrer le divin Mozart. Et la clémence des cieux pour donner envie à tout le monde de chanter. Mais cette année, pour la première fois, la chaleur des voix a franchi une nouvelle frontière, celle des hôpitaux, comme celui de Necker, enfant malade à Paris, avec le trio Esperanza. Moi, j'accompagne ma soeur là, et quand elle était dans sa chambre, elle pleurait parce qu'elle était enfermée, enfin elle sortait pas, elle voyait pas la lumière du jour, et elle s'ennuyait vraiment beaucoup. Et là, qu'il y a de la musique, elle se réjouit, elle sort un peu, elle est contente. Bah, ça fait du bien de temps en temps un peu de musique. Je voudrais, si j'ose dire, que la fête de la musique ce soit tous les jours. Bien entendu, c'est pas possible. Mais je pense que, en particulier dans les hôpitaux, je crois que les activités culturelles, les activités artistiques peuvent être développées. En attendant la semaine des 4 Woodstock, dès cet après-midi, la musique a montré combien elle pouvait adoucir les cœurs. Voilà, pour célébrer à la fois le premier jour de l'été et la fête de la musique, le couturier Kenzo a eu l'idée d'habiller le Pont Neuf de 32 000 pots de bégonia de couleurs différentes et de 40 000 lierres. Œuvre tout à fait éphémère puisqu'elle sera démontée dès demain. Le plus vieux pont de Paris inspire décidément les créateurs. En 85, je vous le rappelle, c'est Christo qui l'avait emballé de toile beige. Un petit mot de sport pour vous signaler qu'au tournoi de tennis de Wimbledon, l'élimination dès le premier tour de la Française Julie Allard, élimination aussi beaucoup plus surprenante de Steffi Graf. Football avec bien évidemment la Coupe du Monde qui explique cet horaire tout à fait inhabituel. Vous avez suivi en direct sur France 2, juste avant ce journal, la rencontre qui opposait la Grèce à l'Argentine. La Grèce, vous le savez donc, a battu 4-0. L'Argentine a gagné 4-0 face à la Grèce. Le troisième but a été marqué à la 60e minute par Maradona, d'un puissant tir du gauche. Voilà, vous revoyez Maradona dans ses œuvres. 4-0. L'un des chocs les plus attendus de ce premier tour de la Coupe du Monde va opposer ce soir les Espagnols aux Allemands. Les Allemands considérés comme les grands favoris de ce Mondial 94. Match diffusé en direct de Chicago sur France 2 à partir de 22 h. Avant la Coupe du Monde, vous retrouverez les meilleurs moments du bêtisier. Un peu avant minuit, Catherine Sellac, dernier journal, en direct du Marais avec entre autres Léonard Cohen. Bon anniversaire à François Sagan et à Michel Platini. Dans un instant, la météo de Sophie Davant qui se résume en 6 mots. Encore plus beau, encore plus chaud. Je me dépêche car la cantine va fermer et je vous laisse en ce soir de fête de la musique en compagnie des chanteurs qui sont actuellement place de la République à Paris, Stéphane Echer et Peter Gabriel. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À demain 20 h. Les blessures se ferment et attendent rien. Et les larmes sont vaines, et c'est le même refrain. Et les blessures se ferment, et attendent rien. Et les larmes sont vaines, et c'est le même